Je me suis sentie abandonnée par ce monsieur pour qui j'ai sacrifié quand même ma carrière, quoi. C'est un peu comme une exploitation de l'homme par l'homme, en fait. Waouh. Mmh. Il a fallu donc que je quitte l'environnement de mon mari parce que tant que je restais à ses côtés, je n'avançais pas. Parce que si je meurs là, mes enfants, c'est qui va s'en occuper? Surtout que déjà leur père se comporte comme ça envers moi. Nathalie, à quel moment est-ce que tu comprends que ton mari ne veut pas que tu travailles? J'ai compris cela, ça s'est fait petit à petit en fait. Parce que il faut savoir que, dans le milieu dans lequel, je voulais exercer et où lui-même exerce, c'est un milieu qui est très relationnel et c'est pas facile pour quelqu'un qui vient, en France avec un diplôme étranger, tout de suite quand il postule de trouver, du travail et c'est par les relations et lui, il avait beaucoup de relations et il m'avait promis, heu voilà, qu'il allait, passer mon dossier auprès de des personnes qu'il connaissait pour que je puisse, travailler. Donc moi, j'étais dans cette attente et donc on attend et le temps passe et des années passent. Chaque fois que je le relançais, il y avait toujours des arguments comme quoi, «Ah, non, il y a des congrès. Ah non, ah, le chef de service est en déplacement. Ah non», il y a toujours une raison et puis moi, dans ma naïveté, je le croyais. Donc j'attendais Tu as et attendu combien de temps? beaucoup d'années, beaucoup, beaucoup d'années, presque 11 ans. Ah, Oui. J'étais à des années-lumière de savoir que, bah, c'était pas vrai, en fait. Parce que j'avais vraiment confiance. J'avais vraiment confiance en lui. ouais, tu pouvais pas t'imaginer qu'il ne veuille pas que tu travailles. Oui, je pouvais pas imaginer que qu'il me manipulait. Parce que j'avais confiance en lui. C'était un homme, à qui on pouvait faire confiance, qui avait l'air généreux, qui avait le cœur sur la main. En fait, c'est l'aspect, c'est ce qu'on voyait de lui de façon extérieure et moi, je pensais vraiment, j'avais confiance. Après, il me dit: «Ben, les enfants sont petits, attends un peu, quand ils vont grandir». Voilà, Ouais, c'était confortable pour lui que tu restes à la maison, oui, d'occuper des enfants exactement. pendant que, Pendant que lui aussi, il voyageait beaucoup et il avait beaucoup de choses qu'il faisait et c'était bien pour lui de trouver, voilà, une maison bien rangée, les enfants, une femme qui s'occupe de lui, qui l'aide à faire, voilà. Parce que je l'aidais quand même aussi, parce en que quoi faisant? Par exemple, sur le plan relationnel, parce que, quand il y avait, pour ses rendez-vous, enfin plein de pour certains dossiers, je l'aidais. Ah! Voilà, donc parce que je me disais: «Bon, on est mariés, donc c'était mon rôle de femme. On est ensemble, donc on a des projets, donc on a un projet commun et ce que mon mari, ne faisait pas pour moi, c'était moi, mon propre projet. Donc mon propre projet était mis de côté et il y avait que ses projets à lui. Et à ce moment-là, ça te dérangeait pas? Au début, non, puisque bon, c'est vous savez, quand on se mettait ensemble, voilà, on ne voit pas encore tous les défauts de l'autre, hein. On, surtout que lui, comme je disais, j'avais beaucoup, beaucoup confiance en Mmh. lui, donc je pensais que tout ce qu'il me disait, c'était la vérité. Et à quel moment est-ce que tu as le déclic? En fait, on était dans une, sorte, dans un milieu social, je peux dire favorisé. Où on avait, de personnes vraiment de haute autorité qui pouvaient en un clic, faire des choses pour moi. Et quand je posais la question à mon mari, me concernant en disant: «Mais on reçoit telle personnalité, il y a telle chose, pourquoi tu parles pas de moi? Pourquoi tu leur dis pas, que ta femme a tel, parce que moi j'osais pas le dire à cause de mon éducation. Parce que je me dis: «C'est pas à la femme, devant son mari, de se lever pour dire aux autres: "Ah moi j'ai tel diplôme, faites-moi"», alors que mon mari est assis à côté de moi, en fait. Normalement, c'était à lui de dire, «Voilà, voilà mon épouse elle a telle chose, il faut qu'on le trouve». Non, il se battait pas du tout, il ne voulait pas. Il m'a dit: «Non, il ne il veut pas, utiliser ses relations pour, pour forcer les gens à m'embaucher».
Il te l'a dit, cash? Oui, il me l'a dit une f bon, quand je l'avais bien titillé, là, il me l'a dit. Il me l'a dit, Et tu réagis comment? ah ben, j'étais pas contente, j'étais fâchée. J'ai dit: «C'est pas possible», que c'est là que j'ai compris que en fait, il ne voulait pas. Malgré tous les arguments que je lui donnais, non. Il me répondait, il trouvait d'autres arguments pour me dire que non. Bon, si vous l'avez compris, le décor il est planté. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie, qui a choisi d'être en anonyme. Nathalie a passé une vingtaine d'années en tant que femme au foyer, pas parce qu'elle le voulait, mais parce que, elle a été rattrapée finalement par sa situation familiale et aussi par le fait que son époux ne voulait pas qu'elle travaille. Elle finit par avoir le déclic, par prendre son courage en main pour reprendre ses études et se réinsérer dans le monde du travail. Elle va nous raconter tout le processus par lequel elle passe. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous parler de tout ça? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Nathalie, Bonjour, bienvenue sur Résonance. merci. Sur Résonance, on a un petit rituel, c'est de te faire compléter une phrase. La phrase que j'ai pour toi, elle dit ceci: j'aurais aimé que quelqu'un me dise que. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que dans un mariage, c'est vrai, il faut tout partager. On traverse le meilleur ou le pire, mais il faut aussi, de temps en temps, savoir que il faut prendre son envol aussi quand on voit que quelque chose ne va pas. D'accord, d'accord. On le retient aussi. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis une femme d'origine africaine. Je vis en France. J'ai déjà dépassé la cinquantaine. J'ai plusieurs enfants. J'étais mariée, mais aujourd'hui divorcée. Comment est-ce que tu deviens mère au foyer? Mon mari, je l'ai rencontré en dehors de la France. D'accord. Voilà, donc on n'était pas mariés là-bas et je travaillais. Donc, je suis venue en France pour pouvoir faire une spécialité et pouvoir travailler sous la proposition de celui qui allait devenir mon mari. D'accord. Donc, je me suis inscrite pour faire ma spécialité et c'est pendant en faisant cette spécialité-là que j'ai eu ma première grossesse. Donc, je me suis dit, de commun accord avec mon mari, on s'était dit, bon, je vais élever mon premier enfant et ensuite on verra bien pour le travail. Et jusqu'au troisième enfant, donc comme un accord, sincèrement, ça me gênait pas de ne pas travailler parce que j'avais déjà terminé ma spécialité. Donc, j'avais eu ce bonheur, ce privilège d'élever mes enfants, de les amener faire les activités parce que c'était pas évident. Parce que si je devais travailler, j'aurais pas le temps de faire tout ça. Donc j'ai vraiment, dans leur petite enfance, je me suis consacrée à élever vraiment mes 3 premiers. Donc voilà, donc pour jusqu'à cette période-là, c'était OK pour moi, il y avait pas de souci. Ok, Voilà. donc à quel moment est-ce que tu te dis, après les 3 grossesses, c'est bon, je suis prête, je veux reprendre le travail? Ben, on a changé, d'environnement, mon mari et moi, parce que après la naissance de ma troisième fille, il a été appelé, à des fonctions, très hautes, dans notre pays d'origine et du coup, là, j'étais vraiment devenue, voilà, la femme de. Voilà, donc je j'étais là, j'étais présente, voilà, je l'accompagnais, j'étais dans ce nouvel environnement qui se présentait à nous. Donc j'essayais de voir un peu, comment ça allait évoluer et quand j'ai vu à peu près ce que ça allait donner, je me suis dit: «Bon, ça y est, maintenant je suis prête, il faut que je reprenne ma vie professionnelle». D'autant plus que, mon mari avait beaucoup de relations et c'était normalement, ça semblait très facile pour lui de lever, le petit doigt pour m'aider parce que je n'osais pas trop faire les choses par moi-même.
j'ai pas reçu cette éducation-là, d'aller de l'avant, hein, d'aller au-delà de mon mari, Mmh. parce que je lui faisais confiance. Oui, il fallait que tu le concertes Voilà, avant de faire, exactement. les choses. Voilà, donc je lui avais dit: «Bon, c'est bon, les enfants, même s'ils sont petits, ils sont plus des nouveau-nés». Mmh. Voilà, donc j'ai dit: «C'est bon, il faut que je commence à essayer de faire quelque chose. Pourquoi tu ne parles pas de moi, à tes amis?» puisque c'est un milieu qui est quand même très relationnel où, voilà. Et tu disais qu'il y a eu une situation, il t'a sorti une phrase à un moment donné. Pour que les personnes comprennent bien. Je ne parle pas d'aller travailler, dans un centre hospitalier ou bien non, c'était pas ça. C'était, des postes internationaux, hein. Voilà, donc c'est des choses, où, bah, il faut avoir, vraiment beaucoup de relations et mon mari pouvait le faire. Sauf que, bah, il ne l'a pas fait et du coup, au bout de quelque temps, moi, je suis revenue vivre en France et lui, il m'a suivie. Parce que c'était devenu compliqué pour lui. Il s'est passé beaucoup de choses aussi dans sa vie, où sur le plan, politique, il y a eu, des attentats, des atteintes, ils ont failli atteindre plusieurs fois à sa vie OK. et du coup, on est revenu vivre, en France. Mmh. Et ce qui a fait le déclic, c'est que moi, je voulais plus du tout entendre parler de ce milieu-là à nouveau. Sauf que lui, il m'a annoncé qu'il voulait retourner encore pour, voilà, parce que je sais pas si c'est, pourquoi il veut retourner dans ce milieu-là pour qui est quand même assez dangereux, hein, comme milieu politique. Je lui ai dit non, moi je n'étais pas d'accord avec lui. On a failli le perdre à plusieurs reprises, de plusieurs façons, hein. Oui. Et je dis: «Non, nos enfants sont encore petits, on a besoin de lui, d'autant plus que moi je ne travaille pas et que, il faut qu'il soit là, pour nous, pour lui-même et voilà. Pour moi aussi puisque je suis sa femme». Oui. Et il m'a dit ceci qui m'a vraiment, marquée, ça m'a blessée. Il m'a dit: «Si quelque chose lui arrivait, eh ben, que j'allais me débrouiller». Donc ça m'a blessée, ça m'a j'ai dit: «Mais comment tu peux dire ça? Et tes enfants et nous qui avons tout laissé» parce que je lui ai dit: «Moi j'ai mis tout de côté pour t'accompagner dans ton projet de politique, tout et tout, aux dépens de ma vie professionnelle. Je l'ai fait par amour parce que quand on se marie, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Donc je t'ai choisi, tu avais un projet. Mes enfants et moi, on t'a suivi dans ton projet. Et là-bas, tu n'as pas voulu m'envoyer la le la malle parce que le projet réussissait pour lui, hein, au départ. Donc il avait tous les arguments pour lui renvoyer la balle en disant: «Bon, ma femme, elle a quand même un doctorat, tout et tout, c'est facile de trouver quelque chose pour elle par ses relations». Il n'a pas voulu. Donc c'est un peu avec un sentiment d'échec qu'on revient en France et il me sort qu'il veut retourner encore dans ce milieu politique au détriment de sa vie. Et nous, ben, s'il lui arrivait quelque chose, ben, on n'a qu'à se débrouiller. Oui, c'est dur. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très blessant. Je me suis dit, ça y est, je me suis sentie abandonnée par ce monsieur pour qui j'ai sacrifié quand même ma carrière, quoi. J'ai sacrifié, c'est vrai que j'ai élevé mes enfants, ça c'est un bonheur. Et c'est une grâce, comme je dis, c'est une chance d'élever ses enfants. Mais euh, Mais malgré tout ça, heu, j'ai pas eu le retour de mon mari, quoi. Et maintenant il me sort, que s'il lui arrivait quelque chose, je n'ai qu'à me débrouiller. Voilà, sans état d'âme, hein, sans, voilà. Et ça, je me suis dit: «Ma chère, il est temps que tu te réveilles». Voilà. C'est bien beau de se sacrifier pour, sa famille, mais quand on voit qu'on est le seul, bah, on est la seule personne à penser toujours au bien des autres et que pour nous-mêmes, il y a rien qui arrive, eh ben, si c'est comme ça, bah, il faut chercher à prendre son envol. Mmh. Et tu fais quoi? C'est quoi la première action que tu mets derrière? Alors la première action, c'est déjà, faire ce qu'il faut faire, c'est d'aller à Pôle emploi, déjà parce que je me dis: «C'est un premier pas». Oui. Parce que je ne savais pas,
je ne savais où me diriger. Je dis: «En allant à Pôle emploi, peut-être que j'aurai, une piste». Puisque il faut pour que les personnes comprennent, en fait, le métier que je fais, c'est un métier qui est réglementé. Donc, quand on vient de l'étranger avec un diplôme, on ne peut pas exercer son métier en France. Ça, ce n'est pas reconnu. Donc, il faut passer un concours très, très dur, très, très difficile. Mais en attendant, on pouvait trouver du travail. Mais en tant que sous-fifre, quoi, c'est-à-dire comme un interne, où on est sous-payé, où on n'est même pas dans les cotisations pour la retraite, il n'y a rien du tout, quoi. Voilà. Et c'est un peu comme une exploitation de l'homme par l'homme, en fait. Wow. Mm. Et quand tu arrives à France Travail, enfin à l'époque, Oui, pour c'était tes pas le plan. comment est-ce que on t'aide? Qu'est-ce qu'on te donne comme piste, de solution? Déjà, ils me disent, la première des choses, on me dit, vous n'aurez pas d'indemnité. Je dis, mais moi, je suis pas venue pour les indemnités. Je dis, je sais que je n'ai pas travaillé. J'ai fait des stages. Bon, il faut aussi dire aussi que je suis pas quand même restée toutes ces années-là à ne rien faire, hein. Je faisais voilà, j'ai fait 2 spécialités, à l'université et aussi et je faisais des stages. De temps en temps, je faisais des stages non rémunérés dans les hôpitaux pour éviter de tout oublier. Ouais, on me dit, «Qu'est-ce que je sais faire?» Je dis: «Voilà, j'ai un diplôme». Le voilà, ta. On dit: «Ah, ça, c'est les métiers réglementés, vous ne pouvez pas travailler comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous savez faire?» C'est là que je me suis, posé la question à moi-même. Je me suis dit: «Ouh, c'est vrai que j'ai passé toute ma vie, c'est vrai dans ce milieu-là où j'avais mon métier, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je sais rien faire, en fait». Je peux pas être secrétaire, je peux pas, j'ai pas d'autres formations. Je n'ai que ça et c'est là que je me suis rendu compte que waouh, il y avait un gouffre qui s'ouvrait à moi donc j'ai dit: «Beh, je suis prête à faire des formations» et ma conseillère à Pôle emploi m'a dit, que je pouvais essayer, faire, une formation, par exemple, d'infirmière. Donc ça, c'est bien. Parce que c'était possible en tant que quand on est, voilà, médecin, hein, voilà, je dis maintenant mon métier, à diplôme étranger, on nous permettait de faire 1 an de formation pour, être infirmière. Mais toi-même, tu le ressens comment? Parce que tu l'as dit, tu vois, tu as un doctorat, tu es médecin, on te dit: «Faut que je Je me sou rétrograde à certes statut d'infirmier». Tu le ressens comment? C'était dur. Je me dis: «Waouh, on va rétrograder, mais c'est mieux que rien». Parce que ça me permet au moins de mettre le pied dans l'environnement. Parce que comme je peux pas avoir le soutien de mon mari, heu, je dis: «Je vais me battre par moi-même». Donc par Pôle emploi, j'ai pu trouver, une formation et c'est une formation qui est réservée qu'aux médecins à diplôme étranger, hors Union européenne. Donc je me suis retrouvée dans un institut de formation de soins infirmiers dans Paris. J'ai rencontré donc d'autres personnes comme moi qui étaient, des médecins, mais à un diplôme étranger. On était de toutes sortes de nationalités. Il y avait des Africains, noirs, subsahariens, il y avait des Arabes, il y avait des femmes de l'Est aussi, des personnes de l'Est. Et donc on a commencé cette formation, d'abord la théorie et après la théorie, après on a eu, nos lieux de stage pour la pratique. Donc pendant tout ce temps, comme j'avais vu que, bah, mon mari lui, comme j'ai vu qu'il voulait pas que je travaille donc comme il est jamais là non plus, donc je pouvais faire, en fait tout ce que je voulais pendant la journée, hein. Ah donc il était même pas au courant? Non, il part le matin, au Waouh! boulot ou bien comme il voyageait beaucoup aussi, Oui. donc je savais pas ce que je faisais, j'avais rien dit. OK. Mais le problème c'est que, après la première partie théorique, de cette formation, il fallait faire maintenant la pratique. Et pour la pratique, il fallait donc se lever très, très tôt parce que les infirmières commençaient très tôt. Donc à 6h30, il fallait être à l'hôpital
et j'étais dans un hôpital, qui était très loin de chez moi et donc finalement, mon mari a fini par comprendre que j'allais quelque part. Donc j'ai fini par lui dire que je faisais, une formation d'infirmière et il ne et ça l'a mis en colère, quoi. Et je lui ai dit: «Mais ça fait des années que je te demandais de m'aider, de me trouver des postes, même, en tant qu'interne, et chaque fois tu reculais l'échéance. Maintenant, le temps passe, et j'ai déjà 40 ans, heu, il faut quand même que je prenne la vie en main». Il me dit que c'est moi qui suis trop pressée, que les choses allaient arriver, que voilà. Et du coup, quand j'ai commencé, ma la pratique là-bas à l'hôpital, j'ai été confrontée à, heu, des choses assez dures. C'est-à-dire que, on n'est pas accepté. Ouais, j'imagine. Donc il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de coups bas et il y a beaucoup qui ont fait beaucoup de dépression. Parce que voilà, on vous rabaisse vraiment. Ouais. Et du coup, ça a été assez dur pour moi et j'ai pas pu valider le stage et ça a été un moment très dur parce que j'y croyais, en fait. D'accord, et à quel moment est-ce que tu te dis: «En fait, je suis quand même docteur, donc je vais retenter le concours. Enfin, je vais tenter le concours pour». C'est là que j'ai eu l'autre grossesse. C'est-à-dire que dans cette phase où j'étais quand même assez déprimée, heu, bah, j'ai laissé c'est comme si, j'étais en fait, c'est une phase que j'ai connue qui était un peu décourageante pour moi. J'avais baissé les bras et bah, j'ai eu, un autre enfant et c'est là où, je me suis dit: «Bon, je je vais l'élever et on verra». Donc quand le petit a grandi, un tout petit peu, c'est là vraiment que j'ai eu le déclic parce que j'avais déjà bien dépassé la quarantaine. Je me suis dit: «Non». La foi m'a beaucoup aidée. Je me suis dit: «Non, ça suffit. Le temps passe. Tout ce que j'essaie d'entreprendre, en fait, échouait». Voilà. Donc, j'essaie de faire telle formation, ça échoue. J'essaie de faire infirmière, ça échoue. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si j'avais des blocages parce que j'étais quand même appréciée, hein. Et surtout quand je faisais mon stage d'infirmier, mon mémoire que j'ai eu à faire en tant qu'infirmière a servi de modèle aux autres étudiants. Ah! Oui, mais j'ai eu des blocages. Oui. Voilà, je peux pas parler de blocage spirituel parce que chacun a un degré de niveau, mais du moment où, heu, le père de mes enfants a appris que je faisais donc mais c'est là que les problèmes ont commencé, en fait. C'est là où j'ai eu des blocages, alors que tout allait bien avant. Bon, je veux pas accuser. Oui, si, si, on Chacun interprète comme il veut, mais moi, c'est le constat. Du moment où cette personne a été au courant que j'essayais de m'en sortir, des blocages ont surgi. Dès que le petit a grandi un tout petit peu, c'est là je dis non, maintenant, avec la force que le Seigneur m'a donnée, après ce temps de descente comme ça dans le bas-fond où j'avais touché le fond, là maintenant, j'ai commencé à remonter. Et comment j'ai remonté? J'ai trouvé une sorte de formation qu'on appelle comme une prépa pour pouvoir passer le concours pour les médecins à diplôme étranger pour la reconnaissance du diplôme. Donc, parce qu'il faut savoir que pendant tout ce temps-là, il s'est passé beaucoup d'années, hein. oui, Voilà, donc et même toi-même, tu peux perdre confiance, tu te demandes est-ce que exactement, mais oui. Parce qu'au fait, fallait que je dise aussi que j'avais perdu confiance en moi. J'avais beaucoup perdu confiance en moi. Je me disais que je n'étais plus capable d'exercer comme médecin. Parce que ça fait des années, la médecine évolue très vite. Et c'est un concours qui est très, très difficile. On ne peut pas y aller comme ça les yeux fermés. C'est pas possible. combien d'années, de préparation? 9 mois, 8 mois. 8 mois? Oui. D'accord. Et pendant les 8 mois, on prenait on apprenait tout. C'est-à-dire que c'est des formations accélérées où on fait la mise à jour de ce qui se passe en médecine générale, tout et tout. Parce que ça dépend aussi de votre spécialité. Moi, j'ai fait la médecine générale. Une fois que tu fais la formation de prépa, tu vas l'obtenir au premier coup ou Non, qu'est-ce qui va se passer ensuite? non, je ne pouvais pas l'obtenir au premier coup parce que je revenais de très, très loin. Quand je me suis inscrite à cette formation, je leur ai dit: «Écoutez, moi, ça fait presque 20 ans que j'ai pas exercé et j'ai oublié, j'ai tout oublié». Même si je faisais des stages, c'était des stages de quelques semaines et c'est tout.
Voilà, donc ils m'ont dit: C'est pas grave, on recommence et puis je vais faire à mon rythme et puis, l'essentiel c'est de voir comment ça se passe et puis si je me sens en confiance, je peux aller faire le concours. Parce qu'on peut s'inscrire, mais sans le passer. Et donc la première année, tu vas, tu tentes J'ai tenté. et ça capote. Ouais, j'ai tenté, ils m'ont dit: «Bah, si vous vous sentez prête, passez-le». J'ai dit: «OK, je vais tenter pour voir comment ça se passe». Donc je suis allée, j'ai passé, on était très, très nombreux parce que les gens viennent de partout et j'ai passé le concours, mais ça n'avait pas marché malgré quand même la bonne note que j'ai eue. Parce qu'ils prennent, le nombre de places, hein, ils prennent le nombre de personnes, demandées. Parce qu'ils prennent pas non, ils pe là, la première année où j'ai passé ce concours, ils prenaient 200. C'était ça, oui, 200 personnes. 150 ou 200 personnes. C'est combien? 5 000. Oui, à peu près. C'est un peu top, pas? Oui, donc ils prennent les meilleurs. Donc si des gens ont eu 19, 18, machin, machin, donc les 200 ou les 150 premiers, eux, ils passent. Même si toi, tu as eu 14, même si tu as eu, voilà. En fait, Si c'est tu ne mets ça. pas dans les premiers, on ne te prend Ça. pas. C'est ça le Exactement. concours, en C'est un fait. concours. Oui. Voilà. Wow. Et donc, mais j'étais fière de moi parce que j'ai eu une très bonne note pour quelqu'un qui sort comme ça de son foyer et qui intègre. Donc, ça m'a donné le courage d'aller de l'avant. Voilà, donc je l'ai repassé une deuxième fois, le concours. Donc la Tu préparation nous as pas dit ta note parce qu'on a envie de savoir, tu as une très bonne note. oui, quand j'ai dit très bonne note, c'est une très bonne note pour moi, hein. Oui, la note alors, pour moi qui venait de très loin, avoir 12,5 à ce concours-là, sincèrement, c'était un challenge quoi. C'était je m'attendais même pas voilà, je m'étais vraiment donnée à fond. Ça m'a encouragée à passer une deuxième fois, sauf que ça n'avait pas matché pour la deuxième fois. Après, il y a eu le covid. OK. Donc j'ai mis une pause à cette période-là et j'ai, repassé ce concours, 2 ans après parce que j'ai mis quand même la pause parce OK. que je m'ét voilà, à cause du covid, il y a eu beaucoup de chamboulements. Il faut savoir qu'avant, je vous avais dit qu'on avait 3 chances, c'est ça? Et j'avais déjà grillé 2 cartouches et mais avec le covid, ils ont tout effacé. Hein, tous ceux qui ont passé, et qui avaient échoué, ben, on avait tous le pendule à zéro. Donc on avait cette fois-ci 4 chances OK. pour pouvoir, passer ce concours-là. Et puis j'ai passé une première fois après le covid là, enfin 2 ans après le covid. Ça m'a pas marché, je me suis pas découragée et c'est que pendant tout ce temps-là, heu, je préparais ma porte de sortie. Donc il fallait, bah, j'ai postulé, j'ai déménagé. Ah, et du coup, quand tu dis porte de sortie, c'était vraiment Par rapport à ma situation familiale, oui, oui. Parce OK. que voilà, c'est pour ça que j'ai pas passé le concours tout de suite. Il fallait d'abord que je règle ma situation, familiale parce qu'avec mon mari, ça n'allait plus. Oui, ça c'est On a compliqué. ça s'est compliqué, ça n'avançait plus, c'est devenu très difficile et du coup, je cherchais une porte de sortie que j'ai trouvée. Donc il a fallu donc que je quitte l'environnement de mon mari parce que tant que je restais à ses côtés, je n'avançais pas. OK. Donc j'ai dû, ça c'est une autre histoire. Oui, Voilà, ça c'est une autre et c'est histoire. bien que tu le soulignes même si tu développes pas. Voilà, je vais pas trop développer là, c'est une autre histoire. Il a fallu que, avec la grâce de Dieu, je puisse sortir de l'environnement de mon mari. J'ai carrément changé de région et et c'est à partir de là que les choses ont commencé à s'ouvrir pour moi. Alors déjà, j'ai trouvé du travail sans avoir eu le concours, hein. OK. Sans avoir eu le concours, j'ai été recrutée. J'ai commencé à travailler comme médecin, dans un hôpital Wow. et ils m'ont acceptée. Je leur ai dit: «Je reviens de loin, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé». Ils ont dit: «C'est pas grave, on est là pour vous former». So ton histoire, elle donne la chair de poule. Oui et du coup, ils m'ont acceptée. Ils m'ont montré comment travailler, comment les logiciels, comment ceci, comment cela. On m'appelait docteur, mais j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'on m'avait tellement rabaissée quand j'étais au Frappo, et là: «Hey docteur, docteur, machin, tout» et j'ai été acceptée quoi et ils m'ont montré, ça m'a et avec les cours que j'avais fait de prépa avant, ça m'a aidée dans mon travail. Parce que c'est les choses qui ont été actualisées, donc ils étaient très contents de moi et donc quand on est dans la pratique, j'ai vu que ça m'a beaucoup aidée à passer le concours et je l'ai eu finalement. Donc je l'ai passé
Je n'ai passé donc parce que là, c'est ça donc je n'ai repassé, voilà, 2 fois. J'ai fait une première fois, ça n'avait pas marché et la deuxième fois, ça marchait Marché. et là, j'avais déjà plus de 50 ans. Waouh! Donc il fallait donc concilier il fallait bosser, il fallait réviser, il fallait concilier ça avec la vie de famille, avec les enfants, avec le divorce qui était en cours, avec tout ça et donc je portais plusieurs charges sur moi et il fallait quand même aller de l'avant et j'ai été encouragée par mes filles, par mes enfants qui me disaient: «Maman, bats-toi, on est là pour toi». Donc pour le petit que j'ai eu en dernier là, mes filles se sont vraiment occupées de lui pour me donner le temps, de me laisser le temps de réviser parce qu'on révisait le soir. Il fallait travailler, réviser les cours. Il y avait pas de vacances, il y avait rien, il fallait vraiment bosser. Ouais. Donc aujourd'hui, je peux dire que voilà, mon ex-mari, puisque maintenant on est divorcés, donc là, il ne me doit rien, quoi. J'ai trouvé le logement, je me suis vraiment battue, j'ai pris mes gosses. Heu, Waouh! bon, C'est trop génial. Une f Je sais même pas quoi rajouter, au fait. Dans les commentaires, on voyait beaucoup, beaucoup de félicitations et d'amour à Nathalie parce que son geste son enfin, j'en perds mes mots. Son histoire est juste incroyable. Si tu dois retenir quelque chose de tout ce que tu as traversé, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu tires de toute cette expérience-là? sincèrement, n'attendez pas 20 ans comme j'ai fait. N'attendez pas 20 ans et c'est vrai que c'est pas moi, on m'a pas dit: «Attends 20 ans avant de prendre ta décision». Mais vous savez, c'est des choses qui se passent petit à petit. C'est-à-dire, on attend 1 an, on attend 2 ans, le temps passe, on se pose des questions. «Est-ce que je suis capable? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?» Il faut avoir le soutien de certaines personnes, de son entourage, de sa famille. Faut pas être tout seul parce que c'est pas facile. Ne jamais être seul, il faut être entouré et la foi m'a aidée aussi. La foi m'a beaucoup aidée à tenir et surtout à ne pas avoir de la haine, heu, contre ceux qui ont essayé de bloquer ma vie parce que à l'âge que nous avons, moi j'ai mes collègues de travail qui sont restés en Afrique là. Des collègues qui sont de grands professeurs aujourd'hui, qui sont des professeurs certifiés, qui ont construit leur clinique, qui ont évolué. Voilà et moi, je peux dire que c'est maintenant que je débute un peu ma vie, mais c'est rien, c'est pas grave parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Faut pas vivre dans le regret. Moi, je ne regrette pas. Voilà. Même si j'ai 50 ans passés, je ne regrette rien parce que j'essaie de trouver un sens dans tout ce que je fais. Le temps que j'ai passé auprès de mes enfants, je vois que ça a été une grâce quand même que le Seigneur m'a donnée. Le temps de tout ce que j'ai traversé comme épreuve, ça m'a permis d'entrer dans l'humilité, hein, d'acquérir des vertus peut-être que j'avais pas auparavant. Ça m'a transformée. Donc aujourd'hui, je ne réagis plus ou je ne voilà, je suis pas voilà, je sens quand même que avec le temps, il y a la sagesse aussi qui est venue en moi et puis au travail, même actuellement, je travaille, les gens m'appellent, tout ça, les gens me sollicitent et je leur donne des conseils. Ils savent que je leur donne vraiment des conseils, de vie, de sagesse. Mmh. Voilà. C'est beau ça et tu ressens quoi quand tu repenses à tout ça? Qu'est-ce que je vais dire? Je me dis: «Waouh, je peux que rendre grâce à Dieu» parce que il m'a permis d'être en vie, déjà, parce que j'aurais pu mourir de dépression ou d'autres choses, hein. Parce que la situation que je vivais, je vous assure, j'ai développé de l'hypertension. Donc j'aurais pu mourir comme ça de maladie parce que mais là, le Seigneur n'a pas permis. J'ai quitté cet environnement toxique et ça, c'est ce que je conseille aux gens. Quand vous voyez que ça ne va pas, il faut quitter l'environnement toxique. J'ai quitté difficilement cet environnement toxique. Parce que on est des Africains, il faut savoir que, souvent on nous dit: «Non, tu es marié, non, tu es mère de famille, il faut rester, on se marie pour le meilleur et pour le pire, il faut supporter ceci». C'est ça qui a fait que j'ai duré 20 ans là, c'est ça. Ben et à la fin, je me suis dit: «Non, je vais pas me tuer et mourir parce que si je meurs là, mes enfants, c'est qui va s'en occuper?» Surtout que déjà le père se comporte comme ça envers moi. Comment il va se comporter envers les enfants quand je serai pas là? Donc pour mes enfants,
surtout pour le dernier qui était là, je dis: «Non, il faut que je sois en vie, il faut que je me batte, il faut que je sorte de cet environnement». Parce que si moi je meurs, c'est moi qui perds, hein. C'est moi qui meurs et mes enfants perdront. Parce qu'il y aura personne qui va s'en occuper comme moi je le fais. Oui. Donc pas pour les beaux yeux de mon mari, hein. Et là, justement, je veux que tu donnes un message à une femme qui traverse exactement la même situation et qui n'ose pas. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ben, il faut se lever. Mais il faut pas se lever seul. Déjà, il faut avoir, la foi et puis ensuite, il faut avoir des personnes dans son entourage qui croient en vous et qui vous soutiennent. Il ne faut notre vie, elle est précieuse. Précieuse. Il ne faut pas perdre sa vie pour les beaux yeux de quelqu'un. Ça n'en vaut pas la peine. Vraiment, vous avez vos enfants, vous avez vos parents, vous avez vos familles qui comptent sur vous. Il ne il faut se dire: «Oui, certes, mon mariage, il est mort, il a échoué». Ça, c'est vrai que c'est un échec. Il faut le prendre comme ça. Ça a échoué, ça a échoué. Ça va pas être le premier, ça va pas être le dernier. Maintenant, il faut aller de l'avant. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Donc, il ne faut pas la cacher. Pour quelqu'un. C'est d'être ton destin, on va dire, de vraiment embrasser ta carrière de médecin parce que tu l'as mis au placard, mais non, la vie a voulu que tu te battes pour occuper ce poste-là et c'est un beau témoignage. On arrive à la fin du podcast et sur Résonance, on a un visuel de fin. Donc, c'est de te lire le mot de l'invité précédent et donc tu feras pareil aussi avant de partir. Le message dit ceci: la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un fait, une réalité, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Le voyage ne sera que magnifique si tu le vis à fond. Alors, vivons urgemment, intensément. Ça rejoint ce qu'on vient de dire, en fait. La vie, c'est vrai, c'est pas un long fleuve tranquille. Au contraire, il faut même se poser des questions quand c'est tranquille, hein. Voilà. Voilà, il faut se poser les questions. Donc, la vie, je dis toujours, on n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre. Il faut bien la vivre. Il faut pas être là à pleurer, à se lamenter. Non, il faut la vivre. Et puis, toutes les situations qui nous arrivent, que ça soit malheureux ou heureux, surtout les malheureuses, là, situations qui font mal, il faut se dire, c'est pour ma formation. C'est pour que je grandisse. C'est pour que j'acquière d'autres compétences, d'autres vertus, tout et tout. Voilà, il faut se dire ça. Sinon, on finira par être déprimé et puis déprécier cette vie qu'on vit et puis se dire pourquoi ça vaut la peine de vivre. Puis d'autres qui vont pousser le bouchon vert jusqu'à mettre fin à leur jour. Donc non, euh, il faut se battre. Il faut pas se décourager. Elle a dit, il faut se battre, la vie est très très importante et personne ne doit nous pousser à mourir à petit feu parce que c'est ce qui arrive quand on s'oublie, quand on s'éteint pour nourrir les ambitions d'autres personnes, on finit par se perdre soi-même. Donc apprenez à vivre, apprenez à penser à vous, à vos enfants si vous en avez, à ces personnes-là même qui tiennent à vous, mais surtout à vous-même. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas qu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle mérite d'être vécue pleinement. Merci beaucoup, merci Nathalie pour ton témoignage. On te souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle voie-là. Et que Dieu, je sais que tu es croyante, donc que Dieu continue de te fortifier et qu'il ne t'abandonne jamais. Voilà. Merci pour cette émission qui nous permet de témoigner et d'encourager d'autres personnes qui se sentent seules et qui se disent non, ma situation est sans issue. Merci pour cette émission. Merci pour cette initiative et puis longue vie à cette émission. Ah, merci, c'est gentil. Merci Anne de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire quelle partie de l'histoire de Nathalie a résonné avec vous. Quelles leçons vous avez tirées de tout ce qu'elle a traversé? Est-ce que vous avez pris des clés qui vont vous aider vous aussi dans votre parcours? Et comme elle a si bien dit, si toi qui nous écoutes, tu traverses la même situation, il n'est pas trop tard. Tu as encore la possibilité de t'en sortir, de te prendre en main. Donc vas-y, tu as tout notre soutien. Tu n'es pas seul. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye!